Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Horizon Tech, votre émission dédiée à la compréhension des technologies qui façonnent notre quotidien et notre avenir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, d'autant plus à l'ère du tout numérique, la santé mentale. Comment nos écrans, nos connexions constantes et la prolifération d'informations influencent-ils notre esprit et notre bien-être? Pour en discuter, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le docteur Camille Dubois, psychologue clinicien et éminent chercheur en cyberpsychologie. Docteur Dubois, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Sophie, de m'avoir invité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère pouvoir éclairer nos auditeurs. Nous en sommes certains. Docteur Dubois, pour commencer, le terme cyberpsychologie intrigue. Pouvez-vous nous expliquer ce domaine et comment l'ère numérique, avec son flot constant d'informations et de connexions, a fondamentalement transformé notre paysage psychologique? Absolument. La cyberpsychologie est une branche de la psychologie qui étudie l'interface entre l'être humain et la technologie, en particulier les technologies numériques. Elle s'intéresse à la façon dont nous pensons, ressentons et nous comportons en ligne, et comment cela influence notre vie hors ligne. Quant à l'impact fondamental, il est double. D'un côté, le numérique a offert une connectivité sans précédent, une accessibilité à l'information et des opportunités d'apprentissage et de socialisation. C'est le côté positif. Mais de l'autre, il a aussi introduit de nouveaux défis, une surcharge cognitive due à l'information, une pression sociale accrue, un sentiment de comparaison constant ou encore ce que l'on appelle le FOMO, ou Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose qui nous pousse à être toujours connectés. Ces nouveaux stress numériques peuvent véritablement impacter notre équilibre mental. Le FOMO est un excellent exemple de ces nouvelles pressions. Les réseaux sociaux, en particulier, semblent être au cœur de ces défis. Pouvez-vous nous parler des mécanismes psychologiques qui rendent les réseaux sociaux à la fois si attrayants et potentiellement si néfastes pour notre estime de soi ou notre niveau d'anxiété? C'est une question cruciale. Les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs, stimulant nos circuits de récompense grâce aux likes, aux commentaires et au partage. Chaque notification est une petite décharge de dopamine. Mais ce qui est problématique, c'est la présentation souvent idéalisée de la vie des autres. Nous voyons des moments choisis, filtrés, et cela crée une culture de comparaison constante. Nous nous comparons aux versions parfaites et souvent irréalistes des autres, ce qui peut éroder notre estime de soi, surtout chez les jeunes ou les personnes déjà vulnérables. De plus, le harcèlement en ligne ou cyberintimidation est une réalité sombre qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale, allant de l'anxiété à la dépression sévère. C'est un point important, cette réalité déformée. Au-delà des réseaux sociaux, la simple constante connectivité, l'impression de devoir être toujours en ligne, ne pèse-t-elle pas aussi sur notre capacité à nous déconnecter, à nous reposer? Absolument. C'est ce que l'on appelle la fatigue numérique ou le burn-out numérique. Nos cerveaux ne sont pas conçus pour traiter un tel volume d'informations en continu, ni pour être disponibles 24 heures sur 24. La frontière entre la vie professionnelle et personnelle s'estompe, les emails arrivent tard le soir, les notifications nous rappellent nos obligations même en dehors des heures de travail. Cela peut entraîner des troubles du sommeil, une difficulté à se concentrer, une irritabilité accrue et un sentiment général d'épuisement. Nous perdons cette capacité essentielle à ne rien faire, à la rêverie, qui est pourtant cruciale pour le traitement de l'information et le bien-être mental. Comment nos auditeurs peuvent-ils identifier les signes avant-coureurs d'un impact négatif de l'usage numérique sur leur propre santé mentale ou celle de leurs proches? C'est une excellente question pour favoriser l'auto-observation. Les signes peuvent être subtils au début. Soyez attentif aux changements dans vos habitudes de sommeil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne. Notez si vous ressentez une anxiété accrue, une irritabilité sans raison apparente ou des sautes d'humeur. La difficulté à vous concentrer, même sur des tâches simples, ou un besoin compulsif de vérifier votre téléphone, même lorsque vous n'attendez rien de particulier, sont aussi des indicateurs. Sur le plan social, un retrait progressif de la vie réelle au profit des interactions en ligne ou un sentiment d'isolement malgré la connexion numérique sont des alertes. Si ces symptômes persistent et affectent votre quotidien, il est important de consulter un professionnel. Des conseils très clairs. Maintenant, passons aux solutions. Que peuvent faire les individus concrètement pour mieux gérer leurs relations avec le numérique et protéger leur santé mentale? Parle-t-on de détox numérique, de pleine conscience? Oui, absolument. Le concept de détox numérique est un bon point de départ, mais il s'agit plus d'apprendre à bien vivre avec le numérique. La première étape est la prise de conscience. Ensuite, la gestion des notifications est fondamentale. Désactivez celles qui ne sont pas essentielles. Fixez des limites de temps pour certaines applications, utilisez les outils intégrés à vos téléphones pour cela.
Pratiquer la pleine conscience numérique, c'est-à-dire être intentionnel dans son utilisation des écrans plutôt que de naviguer passivement. Par exemple, avant de prendre son téléphone, se demander pourquoi je le prends. Établir des zones ou des moments sans écran chez soi, comme pendant les repas ou avant de dormir. Et bien sûr, privilégier les interactions humaines réelles, l'activité physique et les loisirs qui ne sont pas liés aux écrans. Il s'agit de retrouver un équilibre et de cultiver ce que j'appelle le bien-être numérique. Cultiver le bien-être numérique. J'aime beaucoup cette expression. Mais le numérique peut-il aussi être une partie de la solution? Je pense notamment aux applications de méditation ou même à l'intelligence artificielle pour le soutien psychologique. Quel est votre avis sur ces thérapies numériques? C'est une excellente question, car la technologie n'est pas intrinsèquement mauvaise, elle est un outil. Les applications de pleine conscience ou de méditation guidée, par exemple, peuvent être très bénéfiques pour aider à la gestion du stress et de l'anxiété. L'intelligence artificielle et les chatbots conversationnels commencent également à jouer un rôle dans le soutien psychologique, offrant une première ligne d'écoute, des exercices cognitifs ou même des outils de suivi de l'humeur. Leur grand avantage est l'accessibilité et l'anonymat, ce qui peut lever des freins pour ceux qui hésitent à consulter un professionnel. Cependant, il est important de rappeler qu'elles ne remplacent pas une thérapie avec un psychologue humain, surtout pour des troubles complexes. Il faut une vigilance accrue sur la qualité scientifique de ces applications et la protection des données personnelles. Donc, une aide précieuse mais complémentaire. Et quel rôle attribuez-vous aux entreprises technologiques et aux décideurs politiques dans cette problématique? Devraient-ils concevoir des plateformes plus saines ou réguler davantage l'usage? Leur rôle est fondamental et leur responsabilité est immense. Les entreprises technologiques devraient intégrer des principes d'éthique dès la conception de leurs produits, ce que l'on appelle le design éthique. Cela signifie par exemple ne pas chercher à maximiser le temps d'écran à tout prix, mais plutôt la valeur du temps passé. Mettre en place des fonctionnalités qui encouragent les pauses, offrent des alertes d'utilisation excessive ou favorisent des interactions positives. Du côté des décideurs politiques, il y a un besoin de légiférer, notamment sur la protection des données, sur la transparence des algorithmes et sur l'éducation au numérique dès le plus jeune âge. Des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale sont également nécessaires pour informer le public sur les risques et les bonnes pratiques. C'est un travail collectif, en somme. Pour conclure, Docteur Dubois, comment envisagez-vous l'avenir de notre relation avec le numérique en termes de santé mentale? Êtes-vous optimiste ou plutôt préoccupé par les défis à venir? Je suis à la fois réaliste et optimiste. Les défis ne vont pas disparaître, car la technologie continue d'évoluer à une vitesse fulgurante. Cependant, je suis optimiste car il y a une prise de conscience collective grandissante, tant au niveau des utilisateurs, des professionnels de la santé que des entreprises et des gouvernements. Le bien-être numérique est devenu un sujet de conversation, des solutions émergent et la recherche en cyberpsychologie est de plus en plus active. L'enjeu est de développer notre littératie numérique, c'est-à-dire notre capacité à utiliser le numérique de manière critique, saine et autonome. C'est un apprentissage continu mais essentiel pour naviguer dans ce monde hyper connecté. Une littératie numérique essentielle pour notre époque. C'est un message fort et plein d'espoir. Docteur Camille Dubois, psychologue clinicien et chercheur en cyberpsychologie, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise et vos éclairages si précieux sur ce sujet complexe et vital. Ce fut une conversation fascinante et très instructive. Merci à vous Sophie et à vos auditeurs pour leur attention. Et merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous sur Horizon Tech. N'oubliez pas l'importance de déconnecter pour mieux vous reconnecter avec vous-même et le monde réel. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau plongeon au cœur des technologies qui transforment nos vies. D'ici là, prenez soin de vous.